Bienvenue dans votre émission Nous les femmes, ensemble, vous et nous, pour aller à la rencontre de nos talents. Aujourd'hui, vous allez découvrir à travers cette émission le portrait de la fondatrice de Kari Dari. Ensuite, une gynécologue sera là pour nous parler de la fistule. Sylvie, pour le plaisir de vos yeux, on va partir avec Sylvie qui va nous parler du déco-recyclage. Et pour terminer, entre nous, est-il bien de fouiller dans le téléphone de son conjoint? Pourquoi pas? Mais on va découvrir tout à l'heure. Et nous voici sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Je commence par ma droite, le portrait. Kari Dari, bienvenue sur le plateau. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, le sourire, ça fait du bien. Alors vous, c'est Madina Gombo Abderrahmane, vous êtes la fondatrice de Kari Dari Cosmétiques. Vous travaillez sur les produits naturels, c'est ça? Oui, c'est ça. On va revenir tout à l'heure sur vous. Et ensuite, il y a juste à côté, il y a Matibé Geneviève. Salut. De la chanson à la société. Je suis dans tout. On va parler tout à l'heure du téléphone. Ouais. Ça vous arrive de fouiller quand même? Ça, personne n'est pari. Elle l'a déjà fait. Et ensuite, à ma gauche, nous avons notre gynécologue. Elle s'appelle Haché Aron Seyd. Vous êtes gynécologue et vous êtes avec nous sur ce plateau pour parler de la fistule. Exactement. Bienvenue, docteur. Merci. Et pour terminer, nous sommes avec Petimbaï Sylvie et vous êtes dans l'éco, c'est ça, dans la déco-recyclage. Tantôt, vous avez souligné aussi que c'était de l'éco-conception. Exactement. Bon, on va en parler tout à l'heure. Merci. Et nous poursuivons. Là, vous allez suivre le portrait de la fondatrice de Kari. Jeune, calme, entreprenante et toujours à la recherche de l'excellence, Madina Gombo Abderrahmane est l'une des jeunes entrepreneurs qui rêvent d'un avenir meilleur en étant son propre patron. Kari Dari, c'est sa petite entreprise qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années. Au début, on a commencé avec une seule gamme de produits. C'était pour les cheveux. C'était assez simple dans des pots recyclés. Je me souviens comme si c'était hier, c'était 7 pots éléments. Et au fur et à mesure, en fonction de la demande de la clientèle, maintenant on se retrouve avec 3 lignes de produits cosmétiques. Donc une ligne pour les corps, une ligne pour les cheveux et une 3e ligne pour tout ce qui est encens et parfum. Inspirée d'une expérience personnelle, Madina Gombo Abderrahmane s'est lancée dans la cosmétique à base des produits naturels tchadiens. Quand je suis retournée au naturel, j'ai commencé à utiliser le beurre de karité avec des huiles végétales. Après un temps, ça a marché et puis les gens commencent à me demander du coup l'idée d'en faire un business au-delà de la passion. Déjà, une partie de nos produits, on l'achète au niveau local. Le beurre de karité, les huiles végétales, on travaille avec les coopératives des femmes qui se trouvent dans les zones rurales, principalement à Koumra, où on fait importer nos matières premières. En dehors de ces ingrédients, il y a certains de nos matières premières telles que les huiles essentielles, les fragrances et surtout les packaging. Là, on les fait venir d'ailleurs. Souvent, c'est de la France, de la Chine. Et de l'Égypte aussi. Bien appréciés par les clients, les produits Kari Dari ne sont plus à présenter dans ces emballages irrésistibles. Je suis renseignée et j'ai retrouvé la boutique, j'ai payé. Quand j'avais appliqué le premier jour, 2-3 jours, c'est bon, le bouton commençait à partir sur le corps de mon enfant. Et partant de là, je suis revenue à la boutique et j'ai découvert qu'il y avait des savons, il y avait des gants pour les cheveux. Et quand vous voyez, je suis revenue pour payer le chantilly, pour le sérum là, ça c'est pour le devanture de chevelure. Et quand j'ai appliqué, c'est bon. Et là, moi, je suis vraiment parfaitement d'accord avec ce produit. J'avais auparavant des chutes et des problèmes, mais Dieu merci,
j'ai déjà appliqué les produits, j'ai déjà trouvé le résultat satisfaisant. Karidari est une petite entreprise gérée par 3 jeunes dames bien soudées. Mon travail dans Karidari, c'est d'aller de bureau en bureau, présenter nos produits à nos clients. On a aussi des anciens clients qui sont au bureau, par exemple à la banque. Je passe devant eux, je leur donne le produit et je profite également de publier aussi nos produits à de nouveaux clients aussi. Je suis assistante à la direction Karidari. J'assiste à la gestion. J'assiste aussi à la boutique lorsque les clients viennent. Je suis aussi au labo. On ne le dira jamais assez, consommer bio, c'est prendre soin de sa santé. C'était Madina Gombo Abderrahmane qui est la fondatrice de Karidari, cosmétique naturelle. Un portrait réalisé par Déon Hollande. Ça va? Oui, ça va. J'ai entendu quelque part c'est naturel. Est-ce que c'est 100% naturel? Oui, c'est 100% naturel. Il n'y a pas des ingrédients là, comme des conservateurs, un truc comme ça pour... Non, on n'utilise pas de conservateurs. D'accord. On n'utilise que des produits naturels. On utilise souvent les huiles essentielles et les fragrances, mais c'est aussi des huiles essentielles bio. Quelle est la matière première qui est utilisée? Les produits, quels sont les produits en général que vous utilisez beaucoup? Notre ingrédient phare, c'est le beurre de karité, mais en dehors du beurre de karité, on utilise aussi des huiles végétales. D'accord. On utilise aussi le moringa, la spiridine, des chébé. C'est tous les produits locaux du Tchad qu'on essaie de les valoriser. D'accord. En transformant, en faisant des produits. Mais le chébé, quand c'est en poudre, comment on fait pour l'utiliser en général? Est-ce qu'il faut rajouter encore? On est libre de rajouter l'huile qu'on veut? Déjà, le chébé, on a une pommade déjà à base de chébé qui est déjà toute prête. Et on a aussi des huiles, un sérum à base de chébé. On a fait aussi des champagnes. Mais si par exemple un client achète la poudre, il peut bien le mélanger lui-même avec du beurre de karité ou bien des huiles végétales de sa préférence. D'accord. Oui. Sinon, nous, on a déjà pris le devant, on a fait un produit. Un produit fini en fait. Fini, quoi. Donc les clients peuvent l'acheter et puis l'utiliser directement. J'espère que les prix sont abordables. Oui, nos prix sont abordables. Sinon, je ne viendrai pas là-bas. On va aller avec votre voisine. Ça vous fait quoi de regarder des images comme ça d'une jeune qui se lance dans la transformation des produits? Bon, pour moi, c'est une fierté d'abord parce que je la connais il y a longtemps. On s'est rencontrés plusieurs fois sur voilà, des événements entrepreneuriaux et j'ai vu d'où elle est partie jusqu'à aujourd'hui. On entend parler de Karidari. Voilà, pour moi, c'est une fierté. Je suis très contente et je l'encourage vraiment à continuer. Oui. Et je lance un appel à toutes les femmes tchadiennes de consommer bio, surtout tout ce qui est naturel et fait maison. Oui. C'est très important pour la santé d'abord et puis voilà, pour le bien-être de soi. Donc c'est d'encourager la population à consommer, de se rendre voilà, à la boutique et d'essayer. Ils ne seront pas vraiment dessus et beaucoup de courage à Madina. Bon, Madina, on fait de la pub là. Docteur, vous avez suivi le reportage, hein? Exactement, je suis. Qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, c'est la première fois que je vois Madina en personne. Et vraiment, je suis très très fière d'elle et je la félicite beaucoup. Quand même. Elle est à encourager. Et je lance un appel aussi aux femmes tchadiennes de vraiment consommer bio. Toutes mes félicitations, Madina. Ouais. En tant que docteur, vous conseillerez plutôt des produits naturels, on va dire? En tant que docteur, je vais toujours conseiller les produits naturels. Oui. Comme elle a parlé de bio, ce qui est bio, c'est mieux. Oui. Les produits cosmétiques, au moment où les femmes sont jeunes, ça va. Oui. Mais à un certain moment, après quelques années, il y a des conséquences qui sont très fâcheuses. Oui. Donc, c'est mieux de consommer bio. Dans nos échanges, on avait parlé tout à l'heure d'un centre que vous avez eu à fréquenter à Dakar. Exactement.
J'avais vu personnellement les conséquences de l'utilisation des produits cosmétiques. Voilà. Les gens disent ça à la télé, mais moi j'ai vécu ça en direct. Au moment, il y a certaines femmes qui utilisent les produits cosmétiques arrivées à 45 ans, à partir de 45 ans et suite, elles ont des grosses plaies sur la peau. Et c'est pas une seule femme, c'est pas deux femmes, mais elles sont nombreuses. Donc les gens ont été obligés, le ministère de la Santé là-bas, ils ont été obligés d'ouvrir un centre pour elles. Et là, c'est des dermatologues qui s'occupent d'elles. Il y a d'autres fois, ça se cancérise aussi. Donc le mieux est d'éviter d'utiliser ces produits-là. Mais Madina, je sais comme elle a fait ce qui est bio, pourquoi elle a fait, elle va nous expliquer. Ah, bon. Bon, docteur Pram Atlas, pourquoi tu fais ça? D'accord. L'une des raisons qui m'a poussée à proposer des solutions cosmétiques naturelles, c'est aussi l'utilisation des produits éclaircissants. On se rend compte qu'en Afrique, environ une femme sur deux utilise des produits éclaircissants. Et comme le docteur l'a dit, ça peut causer même des problèmes jusqu'à des cancers de peau. Et c'est un phénomène assez présent, surtout en Afrique, pendant l'adolescence. Tout le monde utilise des produits éclaircissants pour se faire belle et tout ça. Donc nous, on propose des produits cosmétiques naturels, mais adaptés à nos réalités, à nos types de peau, africains et cheveux africains. Tout à fait. Donc l'une des raisons était aussi personnelle. J'avais aussi un besoin personnel en termes de comment prendre soin de mes cheveux et tout. Ah, d'accord. C'est bien quand ça part de là. Vous vous sentez concerné en fait par ce qui se passe? Vous cherchez à résoudre le problème, c'est en fait ça, créer une entreprise. Oui, c'est un peu ça. Mais en même temps, vous êtes chef d'entreprise. Oui, et en même temps... vous faites de l'argent aussi? Je me fais de l'argent, bien sûr. Je suis là pour me faire de l'argent aussi, au-delà de la passion, au-delà de comment résoudre les problèmes. Je me fais aussi de l'argent. Alors, Sylvie, on a envie de vous entendre un peu. Moi, je tiens à féliciter Madina pour ce qu'elle fait, parce que Madina, je l'ai découvert la première fois à Challenge Kilo Digital, où on cherchait de l'argent en tant qu'entrepreneur. Donc, toujours. On s'est trouvés et la première présentation, elle m'a déjà séduite parce que elle a d'abord parlé elle a fait le téléstory, parler d'elle, de ce qu'elle a vécu et comment elle est entrée dans l'entrepreneuriat. Je dis, waouh, elle est passionnée. Donc, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et il y a également notre caractère qu'elle a. Elle est tellement humble dans ce qu'elle fait. Parce que quand on connaît Madina dans la vraie vie, elle est tellement simple et humble. Et c'est une partenaire. Donc, je la félicite, je l'encourage. C'est pas facile dans le domaine qu'on est. Et j'appelle vraiment à toutes les femmes d'utiliser les produits de Madina parce que c'est naturel. Et surtout les organismes qui nous écoutent de la soutenir. Parce que quand on voit déjà même les emballages qu'elle achète, ça revient très cher. Ça la revient très très cher. Mais elle fait de son mieux pour présenter un produit de qualité. C'est pas pour rien qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Elle est humble, elle est assise et puis on lui envoie du vent. On te fait la pub tranquillement. C'est une belle chose. On va passer à la seconde rubrique santé où nous allons suivre un reportage sur la fistule. Regardez et à tout de suite. En Asie, plus de 2 millions de femmes vivent avec des fistules obstétricales non traitées. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Un médecin nous en dit plus. La fistule, par définition, c'est une communication anormale entre l'appareil génital et l'appareil urinaire de la femme, ou entre l'appareil génital et l'appareil digestif de la femme. C'est-à-dire que si cette communication anormale se situe entre l'appareil génital et l'appareil urinaire, c'est les urines qui coulent en permanence. La femme ne peut pas les contrôler. Dans le temps normal, en tant que femme, si elle a les urines, elle va aller aux toilettes pour uriner et venir.
Mais la femme victime de fistule, elle ne peut pas retenir les urines parce qu'il y a une communication anormale entre l'appareil génital et l'appareil urinaire. Et c'est la même chose si cette communication se situe en bas, en postérieur, c'est celles qui vont sortir, elle ne peut pas les contrôler. C'est ça ce qu'on appelle fistule. À l'origine des fistules, on dit fistule obstétricale. C'est dû à un accouchement dystoxique, un accouchement difficile. Surtout quand le travail a duré. En principe, la femme, quand elle entre en travail, dans les 8 heures à 12 heures de temps, elle doit accoucher. Mais parfois, le travail va être long. Elle ne peut pas accoucher. Alors que l'enfant veut sortir, il n'arrive pas à sortir. Donc, il y a une compression au niveau de son bas appareil, de l'appareil génital. Et même si on l'opère après, cette compression va entraîner cette petite communication entre l'appareil génital et l'appareil urinaire. Donc je peux résumer en disant que c'est un accouchement dystoxique ou un accouchement difficile qui peut entraîner la fistule obstétricale. Cette maladie peut avoir de graves conséquences sur la santé de la femme. Quand la femme veut accoucher et qu'elle n'accouche pas après 24 heures, c'est-à-dire qu'il y a une compression, le sang n'a pas pu circuler et après même cette compression, la scie s'est levée, l'enfant est sorti soit par voie basse, soit par voie haute, ça peut entraîner la fistule. Alors qu'on peut trouver des femmes qui sont en travail pendant 2 jours, pendant 3 jours, d'autres qui viennent des centres de santé, des villages, ça peut faire le travail pendant 5 jours, 3 jours. Mais en principe, en obstétrique, les accoucheurs disent que le coq ne doit pas chanter 2 fois chez une femme qui est en travail. C'est-à-dire que quand la femme commence son travail, le matin, il faut que le lendemain, là, elle a déjà accouché. Il ne faut pas qu'elle soit là encore. Les femmes de tout âge, comme vous avez dit éventuellement, mais nous avons dit que c'est un accident qui arrive au moment de l'accouchement. Donc toutes les femmes qui ont eu une grossesse sont vraiment susceptibles d'avoir une fistule. Mais comment éviter cette fistule? C'est la question de la prévention la plus importante. Mais c'est un risque. Les risques de fistule, les femmes qui sont en grossesse. Une femme qui n'est pas en grossesse ne court pas le risque d'avoir une fistule obstétricale. Mais toutes celles qui sont en grossesse courent le risque d'avoir la fistule obstétricale. Mais ce risque est évitable, le plus important. On peut éviter la fistule. Les gens qui disent que c'est les adolescents, ils ont raison. Mais il ne faut jamais oublier les femmes qui ont accouché parfois même 10 fois. Une femme qui a accouché même 10 fois, elle peut faire une fistule. La fistule n'est pas seulement pour les femmes, les jeunes femmes. Mais le facteur le plus important, c'est le bassin de la jeune fille. La fille qui est jeune, qui a eu un mariage précoce ou qui a eu une grossesse précoce. Celle-là, parce que son bassin est immature. Parce qu'il y a un problème de conflit entre elle et l'enfant, son bassin à elle et l'enfant qu'elle porte. Au moment de l'accouchement, elle ne peut plus accoucher. Si elle a été à l'hôpital tôt, si les gens ont programmé une césarienne, ils vont enlever l'enfant là, extraire l'enfant par en haut. Mais si on la laisse faire le travail, on lui dit d'être patiente, c'est ça. Donc, les filles, les jeunes filles, les adolescentes, comme vous avez dit, elles sont victimes de fistules à 75% des malchances. 50% des malchances, elles peuvent être victimes de fistules. Si la grossesse a été mal gérée, si l'accouchement a été mal géré. Mais les 25%, c'est des femmes qui ont accouché une fois, déjà elles ont accouché jusqu'à 10 fois. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les bassins, mais c'est le problème d'un conflit entre les fœtus et la mère. Donc, elle peut accoucher 4 fois, mais la 5e grossesse, l'enfant peut être gros. Et elle va se dire que moi j'ai accouché avant, je peux accoucher, alors qu'elle est là en train de faire les contractions, Elle a des contractions, mais elle n'arrive pas à accoucher. Nous sommes au Centre national de traitement de la fistule. Ici, le personnel s'active pour redonner le sourire à ces femmes qui ont perdu le sourire. Afin d'accompagner ces femmes à mieux se réintégrer dans la société, l'État tchadien ainsi que quelques associations de la place forment ces femmes à des activités génératrices de revenus, question de les rendre autonomes. Retour sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Décidément, aucune femme n'est épargnée.
Exactement. Si une femme a accouché par exemple 3 fois, 4e grossesse, 4e accouchement, si elle a une grossesse, si l'enfant est trop gros, ou si les enfants sont D1 et mal positionnés, elle vient, elle entre en travail, elle veut accoucher, elle n'arrive pas à accoucher, elle dans sa tête, elle pense que c'est comme avant, elle peut accoucher. Et elle est là en train d'attendre à la maison, alors que l'enfant, il est gros, les dimensions de sa tête dépassent les dimensions du bassin de la femme. Maintenant, il cherche à sortir, il n'arrive pas. Et il y aura une compression. Et cette compression, c'est cette compression-là qui traduit la fistule. Il y a d'autres qui viennent de très loin, ils disent qu'on nous a opérés et j'ai eu la fistule. Non. L'opération ne cause pas la fistule. L'opération, c'est pour sauver sa vie à elle. Ils l'ont sauvée. Nous, en tant qu'obstétriciens, on dit on a fait un sauvetage maternel. Parce que si on l'a laissée, elle risque de mourir. On dit que c'est la première morbidité. Elle vient juste après la mortalité maternelle. La femme qui est morte, la femme qui n'est pas morte et qu'elle a la fistule, c'est une échappée belle de la mortalité maternelle. Donc le fait que le chirurgien vient, on l'a amené après 3 jours de travail, 4 jours de travail, on a fait l'opération, l'enfant bien sûr il est déjà mort. Parce qu'il y a une excessive, l'enfant ne peut pas respirer, c'est un endroit qui est très serré. Donc l'enfant est à 100% mort. Dans ce moment, on ne va pas voir l'enfant, mais on voit la mère. Tout à fait. Donc on fait pour sauver sa vie à elle. Mais la conséquence, quand on enlève l'obstruction, l'obstacle, quelques jours plus tard, elle va se retrouver avec des urines qui coulent, avec des matières fétales qui courent. Mais comme je l'ai déjà dit, les jeunes filles qui ont un bassin immature, leur problème est aigu et elles sont plus nombreuses. Par contre, les femmes qui ont déjà accouché ne sont pas épargnées. On vous écoute avec passion, là, docteur. Ouais. Bon, on se sent concerné directement. Non, je vais préciser que on peut la prévenir. La fistule, on peut la prévenir. Et mais moi, j'ai toujours dit, et notre stratégie nationale de lutte contre les fistules obstétricales aussi a dit, c'est écrit, c'est tracé, que le volet prévention, la première partie, c'est le plus important. Donc, on va prévenir la fistule. Si on n'arrive pas à la prévenir et qu'elle arrive, on fait l'opération, c'est-à-dire le traitement. Et en 3e lieu, c'est la réinsertion sociale qu'on vient de voir tout de suite. D'accord. Mais quel est l'état d'esprit de ces jeunes femmes en général? L'état d'esprit de ces jeunes femmes-là, surtout quand elles viennent au centre, avant la guérison avec la fistule, c'est catastrophique. Elles sont abandonnées, pauvres, et puis elles viennent du village, c'est pas bien pour elles, c'est pas bien de les voir. Mais quand elles sont opérées et elles sont guéries, c'est autre chose. Moi, j'ai pris l'habitude de, quand elle vient à la consultation, j'ai fait une photo. Et puis après, quand elle sort du bloc, j'ai fait une photo. Et à la sortie, je lui fais une autre photo. Je lui montre les 3 photos. Chaque fois, même avant de sortir du lit, si elle est sur le lit comme ça et qu'elle a constaté qu'elle ne mouille plus, que ses draps ne sont pas mouillés, elle commence à faire ça, et elle est différente. Vous avez rencontré des cas pareils? Je travaillais encore à Mao. Donc j'étais avec une organisation qui prenait en charge ces femmes qui ont été victimes de fistules. Et c'était plus de 50 femmes qu'il fallait faire venir au Canem, à Mao, pour les opérer. Et moi j'étais occupée pour les donner des AGR, pour tout ça. Et c'était vraiment compliqué quand, comme le docteur a dit, à leur arrivée, quand tu vois leur état d'esprit, franchement c'est compliqué. Mais après, il y a le sourire qui arrive, donc qui viennent. Donc franchement, je peux dire que moi je dis que c'est une maladie, hein. C'est une maladie que c'est pas bien du tout qu'un membre de ta famille ait ça, mais ça arrive. Donc heureusement qu'on a les docteurs qui sont là, qui prennent en charge. Mais j'aimerais poser une question à un docteur, s'il permettait, comment prévenir, pour éviter. Exactement, voilà. La fistule, sa prévention, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est chez les femmes qui ne sont pas en grossesse. Une femme qui n'est pas en grossesse, elle peut prévenir la fistule par quoi? Par la contraception. Quand elle fait une contraception normale, parce que la plupart des grossesses ici dans notre pratique, on trouve que c'est des femmes, c'est des grossesses qui ne sont pas désirées.
Donc, tous les grossesses qui ne sont pas désirées ne vont pas arriver. Elle fait une très bonne contraception, elle ne tombe plus en grossesse. Elle ne tombe plus en grossesse, il n'y a pas de problème de fistule, il n'y a pas d'accouchement, il n'y a pas de fistule. Maintenant, pour celles qui sont déjà en grossesse, il faut qu'elles partent à l'hôpital, voir une sage-femme, elles vont voir un gynécologue ou un faisant fonction, un médecin. Elles doivent venir. Mais quand elles viennent, je vais parler de CPN, de consultation prénatale. Mais quand elles viennent, l'examen doit être vraiment minutieux et on doit savoir dès la première consultation, à partir de ce qui s'est passé après, si cette femme-là peut accoucher normalement ou elle a un risque, un facteur de risque. Donc, dans les cas où on découvre un facteur de risque, on lui informe dès l'instant que vraiment cet accouchement, cette grossesse est compliquée. Au 9e mois, on va te faire un autre examen. C'est pour éviter les problèmes à l'accouchement. On ne sait pas ces problèmes. Ça peut être une fistule, ça peut être un décès maternel, ça peut être aussi des hémorragies où il faut envoyer les parents courir à gauche et à droite, chercher du sang et autres. Tout ça, on peut les prévenir. Donc ça, c'est la prévention. Maintenant, la femme a fait 9 mois. Au 9e mois, en tant que ça concerne les médecins. Nous, les médecins aussi, nous avons notre défaut. Les sages-femmes y compris. Donc, j'ai suivi une femme de premier trimestre jusqu'à 9 mois. Je dois savoir, je dois faire de telle sorte qu'en sortant de mon bureau, elle sache qu'elle peut accoucher normalement dans les centres de santé à côté. Jamais à la maison, à domicile, parce que j'ai pris mon temps pour lui expliquer les dangers qu'il attend si elle accouche à domicile. Maintenant, ou la deuxième femme, je sais que celle-là, je l'ai convaincue d'aller accoucher dans un hôpital où il y a un bloc opératoire qui est fonctionnel. Ok, celle-là, elle peut accoucher normalement, ou au cas où ça tourne à gauche, le chirurgien est là, les aides sont là, ils vont la mettre au bloc, l'opérer facilement, avant que les coqs ne chantent 2 fois, avant que la fistule ne s'installe. Bon. Oui. Maintenant, il y a une jeune fille à 13 ans, 14 ans, les parents ont marié et ils n'ont pas fait la contraception que j'ai dit avant, elle est tombée en grossesse. On peut vraiment remédier à ça, on programme une césarienne prophylactique. Celle qui se dit qu'elle est vraiment experte en accouchement et qu'elle a fait 8 accouchements, elle est à sa 9e grossesse et qu'on trouve que le ventre est gros, le fœtus est seul, il est gros, on lui dit que ça, tu as accouché avant mais celui-là est différent. Si elle accepte, on lui fait aussi une césarienne prophylactique. Allez-y, Mathieu. Généralement, quand on parle de fistule, on voit beaucoup plus chez la jeune fille qui a eu une grossesse peut-être précoce ou bien des accouchements trop rapprochés. Mais au-delà de ça, il y a par exemple, comme je viens de l'apprendre, une femme qui accouche peut-être 5-6 fois et c'est pas la même chose par rapport les grossesses ne se ressemblent pas. Donc voilà, c'est de s'impliquer encore beaucoup plus dans la sensibilisation pour sensibiliser vraiment la population et surtout les femmes qui ont déjà accouché 1 ou 2 fois de pouvoir prévenir ça. Donc il faut en parler encore beaucoup plus pour permettre à la population de comprendre c'est quoi la fistule, les victimes, comment les prendre en charge, comment prévenir la maladie et puis voilà pour pouvoir l'éviter. Donc moi je trouve intéressant aujourd'hui, j'en apprends beaucoup et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés d'apprendre encore davantage. Nous allons passer à la 3e rubrique. Style de vie où nous serons avec Pitimbaï Sylvie. Elle va nous parler de l'éco-recyclage. Regardez ce reportage et on se retrouve tout de suite. Recycler pour décorer, c'est la motivation première de cette jeune dame qui fait parler d'elle depuis quelques années. Utilisant des pneus de voiture, de moto, des capsules ou des déchets plastiques, Nodi Décor transforme ces objets en des œuvres d'art fascinantes. J'ai fait la formation en décoration. Je voulais apporter quelque chose de nouveau dans la décoration. Et l'idée m'est venue de recycler et décorer. Donc notre slogan à nous, c'est recycler pour décorer. J'ai fait la formation de décoration au Ghana. C'est bien de copier quelque chose qui est bien en fait. Pourquoi ne pas faire la même chose chez moi? Comme ça que voilà, je suis venue avec.
Fabriquer des meubles à partir des objets recyclés, c'est désormais une réalité dans la petite entreprise de Nodi. En mai 2019 que j'ai essayé d'exporter ça, je peux dire, de créer une page Facebook pour essayer de mettre quelques échantillons et demander l'avis des gens. Et on a eu des bonnes volontés qui aiment tout ce qui est art, qui ont commencé par s'intéresser et par acheter. On essaie de fonctionner avec les bénéfices que l'entreprise fait. Et comme je l'ai dit, on n'est pas encore très connu. On produit, c'est vrai. Les gens, ils achètent et c'est les bénéfices qui nous permettent d'acheter du matériel, de nous payer les forfaits, parce que je ne travaille pas seule, j'ai une équipe avec moi, de se payer des forfaits pour essayer, voilà. Et c'est vrai qu'on a formalisé déjà l'entreprise, on a enregistré, mais on n'est pas officiellement encore dehors. Donc là, on est en train de vouloir essayer mettre, en fait, d'être visible, quoi. Tout début n'est pas facile, nous confie-t-elle, mais à force de persévérer, on finit toujours par atteindre le bout du tunnel. Au début, c'était pas facile, mais dernièrement, il y a des Tchadiens qui s'intéressent. Et comme j'ai dit, il y a assez de gens qui s'intéressent dans les trucs artistiques, qui ont essayé de commander nos produits. Je parlais par exemple de Mercato, ils ont commandé nos meubles pour leur espace. On a eu Total Tchad qui nous a fait confiance en 2019 pour décorer toutes les stations avec nos sapins. On a eu Yali Tchad, Young African Leader, qui ont également commandé nos produits. Mais on ne fait pas seulement du recyclage, comme je l'ai dit. Nous avons également de la décoration, on fait des tableaux. Et à l'ambassade des États-Unis aussi, qui a l'habitude de commander nos tableaux, surtout en pain, les tableaux africains. Donc, je dis Dieu merci, ça vient un peu. Fière de son métier et très ouverte, Nodi forme les jeunes qui s'intéressent à ce qu'elle fait. L'année passée, en novembre, on a eu à former 25 jeunes, on a lancé une formation. Hormis cela, il y a des jeunes qui viennent dans l'atelier pour se faire former. Actuellement, il y a 3 jeunes, il y a 2 filles et un garçon qui sont en train de se faire former à l'atelier dans les différentes techniques de décoration ou bien du recyclage. J'ai prévu même une formation vers le sud, mais je pense que d'ici octobre-novembre, on va descendre vers le sud parce que beaucoup de gens demandent là-bas. Pour Nodi Décor, il ne s'agit pas seulement de se faire de l'argent, mais c'est aussi une contribution à la protection de l'environnement. Très beau reportage, des très belles images. Très joli, très joli. Je pense que je vais vous rendre visite juste après l'émission. Ah ouais, ça c'est intéressant. D'accord. C'est plaisant. Honnêtement, c'est beau. Et il y a les couleurs qui apparaissent quelque part. Ça donne une vie en fait quand on regarde tout ça. Exactement. Vous avez des doigts qui font la magie. En fait, c'est le but de la décoration. Ouais. La décoration, ça permet de rendre beau. Ouais. C'est-à-dire même si tu es stressé, même si tu as des problèmes et que tu arrives dans un environnement qui est décoré, tu es apaisant, voilà, tu es apaisé, tu es relax en fait. Voilà pourquoi on met assez de couleurs. Il y a un adage qui dit que l'art reflète l'âme d'une personne. Exactement. Donc en voyant ces images, je conclus que vous avez une belle âme. Merci. On se trompe beaucoup aussi. Ouais, hein? Non, merci. J'ai une belle âme, je peux le confirmer. Ah. Voilà. Vous êtes une cliente aussi, hein? Oui. Madina? Qu'est-ce que vous prenez chez elle? Je suis sa cliente. J'avais acheté une table là, que vous avez vu déjà lors du reportage. Ouais. Donc franchement, elle fait des très belles œuvres que moi personnellement j'encourage vraiment. J'aime tout ce qu'elle fait en fait. Elle prend des punais qui sont dans la rue et qu'elle leur donne seconde vie. C'est ça. Donc avec de la peinture, avec des décorations, et c'est très joli. Aujourd'hui, là, j'ai mes 10%. J'ai 2 femmes d'affaires ici. On vous appelle aussi la PDG des pneus. Oui. Vous êtes au courant? Oui, j'ai 2 noms. J'ai la PDG des pneus. Non, j'ai 3 en fait. Ouais. La PDG des pneus, Gassas, ma fille, et Nodi Décor.
Ça veut dire je suis enfin une femme, voilà, une folle, parce que je ramasse, je me promène dans les dépotoirs sauvages dans les poubelles pour ramasser. Donc au lieu de dire nous dit décor, les gens disent que je suis nous dit décor. Mais donc on a raté ces images de folie. Non mais franchement, on va dire, c'est un décor comme folie ici, non? Qu'est-ce qu'on fait sur les poubelles? Exactement, voilà, c'est des poubelles que... Mais les bouteilles, qu'est-ce que vous en faites exactement? Alors, les bouteilles en plastique, on a... Vous avez recruté des gassas mafia ou bien vous-même vous le faites? On a plusieurs manières de recycler. Même moi, je le fais. Et pendant les cérémonies, là, quand il y a des cérémonies, je viens, je vois comment je vais ramasser les bouteilles. Mais maintenant, quand on nous servait de l'eau, je suis en train de voir comment je pourrais ramasser les 2 bouteilles là pour mettre dans mon sac. Exactement. Non, vous mettez les 10% voilà. avant de Donc, il y a ça. On a également des jeunes du quartier qu'on travaille avec eux. À chaque fois, ils recyclent les bouteilles, moyennant quelque chose. On les donne également. On a également des partenaires, des familles, des entreprises qui ont connaissance de ce que nous faisons. Donc, ils stockent les bouteilles. Dès que c'est bon, on nous appelle et on vient, on récupère. Ah ben c'est bien. Et ces bouteilles en plastique, nous les utilisons pour faire... on a plusieurs gammes de produits. D'abord, les sapins de Noël, vous venez de voir, on a fait un sapin de 4 mètres avec plus de 5000 bouteilles en plastique. Wow. Pour l'année passée, oui. Et nous utilisons également ces bouteilles en plastique pour faire des jardins, comme des pots de fleurs, pour créer des espaces verts, pour faire également des objets pour déposer les brosses, les bics, tout ce que vous voulez. Et également une ligne de boucles d'oreilles en bouteille, en plastique, que je suis en train de lancer. J'ai déjà créé, fabriqué des colliers, des bouteilles en bouteilles en plastique, des bijoux. Donc voilà, je suis en train de lancer la ligne à très bientôt. Bien, vivement très vite surtout. Docteur, vous vous intéressez quand même à l'art? Ou non, vous préférez redonner vie, vraiment, je m'intéresse à vie humaine que de donner la vie aux objets? Les deux, je les fais parce que ça va ensemble. Ouais. Ça va ensemble. Et vraiment, pour moi, c'est une grosse découverte. Je suis vraiment très ravie de savoir ce qu'elle fait. Et je vais la rassurer qu'elle aura quelqu'un qui va encore lui ravitailler des bouteilles. Ça, c'est pour l'encourager seulement. Et que je vais, dès la fin de l'émission, je vais prendre ses coordonnées et je tiens à la visiter, rendre visite, pourquoi pas l'inviter chez moi ou au Centre national. Une partenaire, c'est une femme qu'il faut beaucoup encourager et que vraiment je félicite beaucoup. Je vous félicite beaucoup. L'artiste dans l'âme. Pour moi, au-delà de nos dits de corps, je vois une femme inspirante, une femme battante, celle auquel toute jeune fille va vouloir avoir comme ça parce que c'est une femme qui se bat. On voit comment elle se bat, on voit comment, comment on l'appelle, nos dits de corps, on voit comment elle marche pour chercher, Je suis très contente de ce qu'elle fait et seulement elle le fait pas juste pour elle, mais elle crée aussi de l'emploi pour pour nombreux des jeunes. Bien et sûr, puis Sauf que jusqu'à aujourd'hui, elle m'a promis des fleurs que elle m'a pas encore. Elle m'a pas encore donné et je devais commander et que je l'ai pas encore fait, mais ça sera fait. Ça sera fait. Donc en tout cas, je suis fière de ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de la décoration, on parle de la récupération, on pense directement à elle. Et au-delà de ça, elle reste une femme battante et inspirante. Celle-là on voit l'image auquel on veut ressembler. Et c'est quoi de l'éco-conception? Alors, l'éco-conception, parce que nous sommes dans l'écologie. Donc, nous récupérons tout ce qui est déchets. Mais on est encore plus sur les déchets plastiques. Donc, nous fabriquons tout ce qui est meubles que vous avez vu. Donc, c'est là où c'est venu le concept écologie et conception. Donc, c'est de l'éco-conception. Voilà. C'est bien ça. vous rencontrez des difficultés? On sait qu'avoir une entreprise n'est pas chose facile ici, surtout pour une femme, je pense. Oui, assez de difficultés. D'abord, quelqu'un qui voit les pneus dans les dépotoirs sauvages et imaginer ça dans son salon, c'était pas facile. Quand il voit, il pense directement à ses poubelles. Donc, ça a été vraiment un travail pour nous parce qu'on existe depuis 2019, depuis 2 ans. Ça a été un travail pour nous d'abord de sensibiliser
les quelques populations qu'on travaille avec, et je ne peux pas dire que c'est tout le monde, de les sensibiliser, d'accepter nos éco-conceptions. Qu'on peut mettre voilà, quelque chose, récupérer, lui donner de la valeur et décorer avec. Donc c'était d'abord toutes les difficultés qu'on a. Mais Dieu merci, aujourd'hui on a fait un pas déjà. Donc voilà, les gens commencent par commander. On voit la beauté aussi. Voilà, l'autre difficulté que nous avons, c'est ce problème de la consommation locale qui est très difficile chez nous. On aime tout ce qui est importé. Oui. Vous allez voir sur les réseaux sociaux que les Tchadiens seront là à partager la photo des Nigériennes ou bien des Guinéennes qui font la même chose que moi. Oui. Partout sur les réseaux sociaux, elles viennent, on me taxe des sous ça. Mais quand moi je fais des publications, ils ne partagent pas. Ça ne fait pas circuler l'information. Et c'est un peu difficile, c'est un peu dommage. Un cri de cœur pour Sylvie ce matin. Donc on va inviter les Tchadiens à consommer local. Apprécier ce que vous avez. Apprécier nos actifs. Encouragez-les, achetez leurs œuvres. Il y en a tellement. Ouais. Et je pense qu'en encourageant plus, on peut faire des belles choses et puis on va plus avancer. Parce que plus on vous encourage, plus ça vous motive à donner de plus de vous. Nous allons passer à la dernière rubrique où nous allons parler des téléphones. Est-il bien de fouiller dans le téléphone de son conjoint? Regardez. Quand tu fouilles le téléphone de ton mari et que tu arrives à trouver quelque chose de secret, c'est pas du tout bien. Et si ton mari il sort avec une autre femme ou bien une autre fille et que tu fouilles, ça va vous créer des problèmes. Donc c'est pas du tout bien de fouiller le téléphone de ton mari. C'est strictement interdit. Et c'est pas normal qu'une femme fouille le téléphone de son mari. Parce que ça déjà, elle doit, à partir de en fouillant ce téléphone déjà, elle doit découvrir beaucoup de choses. Et ça veut dire que le fait de fouiller déjà le téléphone de son mari, il va créer forcément une tension. Et ça peut même occasionner un divorce. Non, pour moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que quand tu vas trouver quelque chose qui va te choquer et ça va soulever un problème dans le foyer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout normal parce que c'est sa vie privée. Pourquoi une femme respectueuse, étant une femme tchadienne, elle a la tête haute, elle a le moral haut, elle ne va jamais fouiller le téléphone de son mari. Vraiment, je déconseille ça. Ce qu'il faut retenir, le téléphone est personnel et il y a une seule personne, unique personne qui peut utiliser. Au cas où moi, l'homme, je décide de te donner mon téléphone pour effectuer l'appel. Là, c'est à cœur ouvert. Je peux te donner, tu effectues ton appel, tu me ramènes mon téléphone. Mais prendre mon téléphone à mon absence, entrer dans mon répertoire. Il y a des femmes où, toute la nuit, elles ne ferment pas les yeux. Elles sont là, debout sur le téléphone. Ceci, cela, il y a des hommes où ils n'arrivent pas à utiliser entrer dans les réseaux, les WhatsApp, les Twitter, les Instagram, tout ça. Mais il y a nos femmes qui nous surprennent. Moi, ma femme regarde mon téléphone. Elle connaît mes mots de passe, elle connaît les codes, elle connaît tout. Dans mon téléphone, elle l'utilise à sa guise. Et je fais la même chose pour son téléphone. Nous avons des téléphones Android. Ceci veut dire que je n'ai rien à lui cacher. Et donc, quel que soit ce qu'elle va fouiller dans le téléphone, elle n'aura rien comme problème et nous vivrons à l'aise. Mais lorsqu'il n'y a pas cette confiance et que madame commence à fouiller dans le téléphone de monsieur ou que monsieur fouille dans le téléphone de madame, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de confiance dans ce couple. Et je pense qu'à ce niveau, fouiller le téléphone va amener le problème. Mais la logique voudrait qu'on partage tout. On partage déjà nos sentiments, on partage nos problèmes, on partage tout. Je pense que le téléphone portable, on doit le partager, on doit partager. Et moi je trouve que c'est logique que madame fouille dans le téléphone de monsieur, et monsieur peut fouiller dans le téléphone de madame, si on n'a rien à se reprocher. Mais tous ceux qui disent non, c'est pas logique, ben, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est archi faux à une femme de fouiller le téléphone de son mari. Parce que ce qui est là, quand vous êtes marié avec le monsieur, il faudrait que vous vous dites tout. Parce que même si aujourd'hui, le téléphone de mon mari sonne, je peux lui dire que monsieur, voilà votre téléphone sonne. Je peux prendre son téléphone, l'apporter. Et si c'est lui qui m'autorise de décrocher, là au moins j'ai le droit de décrocher et dire que voilà mon mari est occupé ou mon mari a fait ça. Après vous le rappelez. Quelquefois je refuse de laisser le téléphone. Si je bouge avec automatiquement. Mais le plus souvent je surprends ma femme en train de vérifier mon téléphone.
je refuse, j'ai la gronde. Moi, par exemple, dans la nuit, vers le 20h, 21h, je ferme mon téléphone. Non, elle n'a pas le droit. Moi, j'ai une femme que vraiment, elle ne peut pas vérifier. Mais peut-être elle peut voir un jour en face. Mais vérifier mon téléphone, là, je ne pense pas. Qui vous a dit ça? On va fouiller. Après, j'aime beaucoup plus, il doit être le 4e ou le 5e intervenant. Il a partagé les responsabilités. Moi, j'ai bien apprécié. Hein. Si tu n'as rien à cacher, mais laisse tomber, quoi. Tu peux fouiller mon téléphone, moi je fouille le tien. Et puis le problème, Kalam, Kamal. Matibé, on est avec vous. C'est tellement amusant ce sujet. Très intéressant. Ouais, très amusant. Et pour ma part, je dirais que tout se repose sur la confiance. La confiance du couple, comme certains l'ont dit. Si vous vous faites confiance, voilà, vous faites avec, mais si vous ne vous faites pas confiance, déjà si l'homme met peut-être 2 à 3 codes dans son téléphone, la femme fait pareil, des codes, c'est-à-dire que vous vous cachez quelque chose. Tout à fait. C'est que certainement il y a quelque chose et chacun, voilà, il n'y a pas cette confiance-là. Mais le mieux c'est d'éviter, mais on ne sait jamais les raisons du cœur. Il va toujours avoir quelque chose qui va te dire, va toucher, va fouiller. Tu serais obligé de toujours partir pour fouiller. Il y a des moments où on est tenté. Hein. On est tenté. Et voilà. Déjà, si une femme, tu suspectes ton mari, voilà. Il y a les indices qui sont là, qui prouvent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton mari ou dans le téléphone de ton mari qui te pousse. Et c'est pareil chez l'homme aussi. Il y a des indices qui vont apparaître, qui vont le mettre dans le doute. C'est le doute. Quand il n'y a pas la confiance, il y a le doute qui s'installe déjà. Maintenant, de nos jours, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est encore devenu très très compliqué parce que voilà, c'est là-bas que tout se passe. On n'est plus dans les qui t'a appelé, qui t'a envoyé un message, mais c'est sur les réseaux sociaux que tout se passe là-bas. Et c'est très grave encore. C'est très grave encore. Donc voilà. Tout se repose sur la confiance. Si on se fait confiance, pourquoi chercher à savoir ce qu'il y a dans le téléphone de l'autre? Mais après, c'est difficile. C'est difficile de dire, ok, je ne vais pas fouiller dans le téléphone de l'autre. Mais le mieux, c'est d'éviter. Ouais. Le mieux, c'est d'éviter pour pouvoir consolider le couple, éviter le divorce. Il y avait une image qui circulait sur les réseaux sociaux où on montrait une femme la nuit qui regarde dans le téléphone de son mari. Et le monsieur a dit, dès que tu finis de regarder, faut aller pleurer dehors. Parce que c'est très sûr que quand tu vas finir de fouiller dans le téléphone, tu vas avoir le gros cœur. Tu ne vas pas supporter parce que quel que soit Delta, tu vas tomber sur quelque chose qui va te faire mal. Donc, pour éviter l'AVC, on va éviter vos téléphones. Madina? Non, personnellement, j'aime pas qu'on fouille dans mes affaires, donc je ne souhaite pas le faire. Et je me dis toujours, si vous avez choisi d'être en couple, il y a quand même la confiance qui est là. Donc c'est vrai, nul n'est parfait, mais d'après tout, si vous êtes ensemble, il faut respecter aussi... il y a toujours une vie privée. Mais les sentiments, c'est autre chose, hein, Madina. L'amour, c'est différent. En tout cas, mon point de vue, c'est ça. Je ne souhaite pas fouiller. Vous n'êtes pas une femme jalouse? Non, je ne pense pas. Ah ouais. J'aime pas fouiller dans les affaires des autres. Vous ne l'aimez pas? Non, pas ça, mais je ne suis pas jalouse. Moi, je suis jalouse. Docteur? Oui. De toute façon, moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de celui qui dit que dès qu'il y a la confiance, on n'a pas à chercher dans le téléphone des autres. Mais comme l'avait dit si bien dit Madina, mais personnellement, je n'ai rien à cacher, mais je ne veux pas qu'on cherche dans mon téléphone. Et ça, je me mets à la place de l'autre et je dis que vraiment, c'est pas bien de chercher dans le téléphone de son conjoint. Même s'il n'y a rien, c'est pas bien. Par exemple, même si pour le travail, s'il y a un appel, s'il te dit de décrocher, vous pouvez décrocher. Mais au cas contraire, peut-être l'interlocuteur qui est là-bas, il s'attend à lui. Et c'est la femme qui répond, c'est pas aussi bien. En tout cas, moi, je vais rejoindre Madina. Vaut mieux vivre dans l'ignorance. C'est pas la peine de se créer des problèmes. Parce que la vie, même là où on vit, il y a trop de stress. Pourquoi aller encore se créer d'autres stress et en fouillant dans le téléphone? Parce qu'on sait que si on veut, on va pas tomber sur des choses qui vont vraiment te mettre mal à l'aise. Donc, le mieux, c'est de l'éviter. Mais
En fait, quand on vit en couple, il y a aussi la confiance qui est là. Moi, je dis quand deux personnes se marient, en fait, il n'y a pas de secret. Ils doivent même se partager tout. Pourquoi pas même les codes bancaires? Merci. On termine avec Geneviève. Voilà, bon, mais pour ma part, je dirais qu'il y aura toujours les pour et les contre. Donc maintenant, après, c'est à tout un chacun de voir où se positionner. Voilà, si tu veux être dans fouiller le téléphone ou ne pas fouiller le téléphone, c'est à toi de voir. Mais le mieux, c'est de ne pas le faire. Le mieux, c'est de ne pas le faire. Voilà, maman. On va conseiller, m'a dit, de ne pas le faire. Voilà. Madi est sage. Madi n'a pas de code sur son téléphone, donc il n'y a pas de raison que monsieur... On va les demander. Voilà, nous allons passer à la dernière, ou bien, juste pour nous détendre un peu, nous allons regarder un clip vidéo pour le plaisir des dames sur le plateau de l'émission Nous les femmes. Elle ne connaît plus de frontières, elle ne connaît plus de limites. La sécurité, dignité, la santé, en péril. Victime, sang, femme, adolescente, innocente. On a beaucoup endossé, supporté, enduré, à mourir. On doit parler, les bébés, stopper les violences, stopper l'assassinat, stopper maltraitance, stopper, doit parler, stopper, doit parler. Le paradis se trouve au pied des femmes. Éduquons nos enfants à respecter la femme. Docteur a dit machallah. Mais il nous manque quelque chose. Faites-nous un live, non? Vous connaissez ça un peu? Stopper les violences. Stopper. Le paradis se trouve au pied des femmes. Éduquons nos enfants à respecter la femme. Kwangondu kasuto se ale tokobule. Voilà. Le paradis se repose à nos pieds. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris? Vous avez entraîné ça? Fatina, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? C'est une très belle chanson, surtout elle valorise la femme, donc j'aime vraiment. Oui. Et en plus, elle a une voix d'or. Oui. Docteur a dit machallah. Je l'encourage beaucoup et vraiment je rejoins Medina. Beaucoup de courage et toutes mes félicitations. PDG des pneus. Alors moi, elle c'est moi, non pas. Donc j'ai toujours la chair de poule à l'écouter chanter et surtout cette chanson qui sensibilise vraiment sur les violences faites aux femmes. Moi je pense que c'est un chant qui devait être même acheté par, pourquoi pas par les Nations Unies, hein, voilà, pour pouvoir sensibiliser, voilà, donc en tout cas chapeau à l'artiste. On boucle avec vous Matibé. D'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, voilà, ce sont les sujets d'actualité d'abord. Au début de l'année 2020, où il y a eu beaucoup de cas de violence à l'espace d'un mois. Tout à fait. La dame qui a été violée, assassinée, la jeune fille, et ça continue jusqu'à de nos jours aussi. Il y a encore
les violences conjugales, verbales aussi. Donc voilà, ça m'a inspiré. J'ai écrit la chanson pour pouvoir dénoncer voilà, toutes ces violences faites contre les femmes. Donc il faut qu'on en parle vraiment et chaque jour en parler. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Nous les femmes d'aujourd'hui. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Madina Gombo Abderrahmane, qui est la fondatrice de Kari Dari Cosmétiques Naturelles. Ensuite, Haché Haroun Seyd, qui est gynécologue. Petimbaï Sylvie, qui est décoratrice. Elle fait de la déco-recyclage et de l'éco-conception. Merci pour ces belles images. Ensuite, Matibé était avec nous, Matibé Geneviève, qui est artiste musicienne, entrepreneur social, qui était avec nous aussi sur ce plateau. C'était pour parler entre nous. Et merci pour la musique. On dit que ça adoucit les mœurs. Du coup, on a eu un bon sourire là. Merci. Voilà, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Intima Marabas, Intima Marasaki, Intima Marasaki.